Bonjour, je m'appelle Dalila Kamunga et je suis ravie de vous présenter le dernier épisode d'Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ensemble ce qu'est le sentiment d'appartenance et comment ce phénomène s'articule. Mais qu'est-ce que le sentiment d'appartenance au juste ? Et que signifie-t-il dans un contexte luxembourgeois ? Tout d'abord, le sentiment d'appartenance se construit peu à peu, par le partage avec d'autres d'une même réalité, de mêmes valeurs ou de mêmes objectifs. Il aide à se forger une identité et à se sentir fier de faire partie d'un groupe. La première expérience qu'on fait de ce sentiment se situe souvent au niveau de la famille. Elle se développe ensuite en rapport d'autres groupes, écoles, amis, associations, travail. Mais ce qui rend l'histoire un peu plus complexe, c'est que le sentiment d'appartenance est une voie à double sens. Il est procuré d'une part par une identification de la personne à un groupe, mais aussi par l'impression d'être accepté et considéré en retour par ce même groupe. On a l'impression non seulement de partager les mêmes valeurs, mais aussi d'avancer dans la même direction, ce qui procure un sentiment de bien-être et l'impression d'avoir trouvé sa place. Alors, comment trouver ces repères lorsque nous sommes nés ici, mais que nos parents ou nos grands-parents viennent d'ailleurs ? Comment s'articule notre sentiment d'appartenance ? Doit-on forcément faire un choix entre les groupes d'appartenance et s'y tenir tout au long de sa vie ? Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Myrlène Fonseca qui nous présentera son mémoire intitulé « Quelle place s'attribuent les jeunes adultes d'origine capverdienne au sein de la société luxembourgeoise ? Quelle est leur perception de leur intégration au Luxembourg ?» Le travail de recherche réalisé dans le cadre de son master en ingénierie et action sociale porte sur des jeunes d'origine capverdienne qui sont nés au Luxembourg et se base sur 22 entretiens avec des filles, des garçons, des lycéens, des étudiants ou des travailleurs. Nous serons également accompagnés de Luna, une jeune lycéenne d'origine irakienne arrivée il y a 10 ans au Luxembourg. Tout d'abord, merci Myrlène et merci Luna de participer au 5e et dernier épisode d'Under Pressure. Je suis très heureuse de pouvoir vous compter avec moi pour cet épisode. Et donc aujourd'hui, on va parler du sentiment d'appartenance chez les jeunes qui ont un arrière-plan migratoire ici au Luxembourg. Et du coup, cette thématique, elle est basée sur le mémoire de toi, Myrlène. Donc durant cet épisode, on est accompagné, comme j'ai dit, de Luna, qui est encore étudiante ici au Luxembourg. Et donc, ça va être intéressant de voir les parallèles qu'il peut y avoir ou même les différences, du coup, dans les vécus. Je précise aussi que Luna préfère s'exprimer en anglais. Donc, à partir de maintenant, Luna, quand elle s'exprimera, le fera en anglais. Donc, première question que je dirige à toi, Myrlène. Est-ce que tu peux te présenter et aussi te situer par rapport à la thématique abordée aujourd'hui ? Donc, je suis Myrlène, j'ai 29 ans, je suis assistante sociale de formation et suite à ma formation d'assistante sociale, j'ai entamé un master en ingénierie et action sociale à Bruxelles en 2019. Et dans le cadre de cette formation, on est amené à choisir un sujet et en faire un diagnostic social. Donc moi, j'avais décidé à ce moment-là d'écrire sur les jeunes capverdiens qui sont nés au Luxembourg et qui habitent encore au Luxembourg. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à faire des entretiens, faire énormément d'entretiens, justement pour avoir le retour des capverdiens. Comment est-ce qu'ils se sentent ici au Luxembourg ? Quelle interprétation est-ce qu'ils donnent au terme d'intégration ? Est-ce qu'ils sont intégrés ici ou pas ? Est-ce qu'ils se sentent bien ici ou pas ? Quel sentiment d'appartenance est-ce qu'ils ont par rapport au pays ? Et donc voilà, il y a tout un tas de résultats qui ont émergé de ça, dont on va parler, je suppose. Merci. Et toi, Luna, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, moi je m'appelle Luna et je suis dans l'école, à l'école internationale, 5e année secondaire, et je suis des origines irakiennes. Donc, Myrlène, est-ce que tu peux un peu brièvement expliquer ta démarche ? Comment est-ce que tu as procédé ? Voilà, donc il y a le CEFIS qui avait déjà fait une étude sur la population capverdienne ici au Luxembourg de façon assez générale. Donc ils ont analysé beaucoup de domaines différents
Et moi, je voulais me concentrer un peu plus sur cette génération qui est née ici et qui a grandi ici. C'est un parcours qui est forcément complètement différent du parcours des parents qui sont nés au Cap-Vert et qui ont émigré ici dans le pays. Mais donc, la démarche principale, la plus importante, c'était vraiment de donner la parole aux personnes concernées pour qu'elles me disent quel est leur vécu et de retranscrire ça le mieux possible. Sachant que ça reste toujours nuancé parce que c'est pas... Voilà, ça reste très subjectif et ça peut encore être développé énormément, quoi. Et puis, une communauté, c'est pas forcément toujours homogène. Et du coup, par rapport au sentiment d'appartenance des jeunes capverdiens, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as retranscrit en fait dans ton mémoire par rapport à ça? C'est super complexe en fait. c'est très complexe et à nouveau, je le souligne, nuance, toujours. La très très grande majorité des personnes partageaient une sorte de perte identitaire, de crise identitaire tout au long de leur vie. Donc, et ça dès un jeune âge. Dès le moment où ils sont enfants, il y a cette question qui se pose, mais est-ce que je suis plus capverdien, plus luxembourgeois? Je me sens capverdien à la maison et pourtant j'ai quand même des gens de ma famille qui vont me dire mais non, toi t'es pas né au pays, tu connais pas le pays, donc tu n'es pas capverdien. Ils vont se dire alors je suis luxembourgeois. Ils vont rentrer à l'école, on va leur dire mais toi t'es étranger, donc non, t'es pas forcément luxembourgeois. Surtout sachant que les capverdiens, ça se voit, qu'ils ont des origines étrangères. Donc, très, très rapidement, ils sont mis dans la case étranger. Et donc, à la maison, on leur a dit une chose. Ils sortent dans le monde extérieur, on va dire. On va leur dire quelque chose d'autre. Donc, dès ce jeune âge-là, la question se pose déjà. Maintenant, moi, j'ai fait les entretiens avec des adultes. Donc... juste pour le mentionner, c'était à chaque fois des adultes entre 18 et 25 ans. À l'âge adulte, ou en tout cas quand on atteint une certaine maturité, on va dire, on va commencer à se poser ces questions d'une façon différente et avoir des outils, avoir le vocabulaire nécessaire pour mettre des mots en fait sur cette crise, je vais appeler ça crise, identitaire, et pour véritablement commencer à comprendre ce mal-être, quelque part, avec lequel on vit toute sa vie. Et toi, Luna, du coup, par rapport à ça, donc le sentiment d'appartenance par rapport à tes racines, est-ce que, en étant ici au Luxembourg, est-ce que c'est quelque chose qui a changé, qui a évolué, ou toi, tu vois ça comment? I think it really depends on where in the country that you are, but I think it has developed because ever since everyone has been more connected through social media and everything, there's more interaction with every types of different people in Luxembourg. And the class, like in school, for example, in the beginning when I went, like comparing when I went to the first grade here, like fresh out of the Middle East, and then when I'm in the high schools, there's a different type of, sense of belonging or feeling as if I fit in, because in the beginning, when I first came, I felt really, really different because it was also I looked different. Like I didn't act like the same way the people in this culture do. So it was really obvious that I was different. I wasn't questioning it for myself, like because I wasn't born here, but. If I compare it to now that I'm like completely, I grew up in Luxembourg with Luxembourgish people around me. Now it's harder to know if I'm Iraqi or if I'm Luxembourgish, because I came from like the Middle East, but I've lived here and I've grown up here, so it's different mindsets, and I think it's important to know
which parts of which culture you want to keep in your life and you want to keep in your life and follow, I guess. En fait, la difficulté, c'est que, je pense, on t'inculque tes premières valeurs au travers de l'éducation à la maison, et par après, tu sors dans une société où on va t'inculquer d'autres valeurs, et les deux ne coïncident pas. Parfois, il y a pas de souci, ils vont bien ensemble, et parfois, ils se confrontent. Et c'est là, en fait, que ça peut créer, pour certains, pas pour tout le monde, mais c'est là où ça peut devenir difficile, en fait. Parce que tu te dis que tu dois faire un choix entre l'un et l'autre. Et en fait, ce qui est le plus difficile, je pense, ou c'est en tout cas ce que j'ai retenu des entretiens, c'est pas le choix intérieur qui est le plus difficile, c'est peu importe quel choix tu vas faire, tu auras l'impression que de l'extérieur, on va t'en vouloir. Ok. Et Luna, toi, je t'ai vu faire quelquefois comme ça, enfin hocher de la tête. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi sur certains aspects, ce que Marilyn vient d'expliquer? I agree. I agree with the fact that a lot of people do judge in that sense, that they say, no, you're not really Luxembourgish, you're from there, or no, you're not really like from Cap Verde, or like in my case Iraq, because you act like a Luxembourgish person. Because in this situation, because I've been told the same things. However, I think I see it in a kind of different way, because I know that there's going to be a lot of people that are going to call me just Iraqi, and there's also going to be a lot of people that are like my family and stuff that are going to call me Luxembourgish. But at the end of the day, it's if I went to another country other than those both two, I would be considered both, because I grew up in this country, but I am from the other country. So I really see it as a mixture, and it simply depends on who you're asking. Like the outside views depends on which person you're asking to judge or is judging. I don't know, does that answer? Mm-hmm. Je pense aussi que c'est un mixte et que je pense que c'était noté aussi, c'est pour moi personnellement, j'avance peut-être un peu, mais c'est ça en fait. La solution, c'est d'accepter, en fait, ce mixte. Mais ça, c'est, je pense, dans toute facette de la création de ta propre identité, ça va être remis en cause ou ça va être remis en question par la société en général, hein, par la famille, par la société, par peu importe. Et certains auront plus de mal, certains auront plus de facilité, ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre moins de temps, de construire en fait cette identité mixte et de la connaître. Donc ça veut aussi dire se connaître. Et du coup, dans le domaine école, est-ce que y a une spécificité dans justement tout ce qu'on vient de dire en termes de sentiment d'appartenance, pression venant de l'extérieur Ce qui venait toujours... je ne pense pas que les enseignants ou qu'ils ont forcément conscience, en fait, ou qu'ils font exprès de faire comprendre aux jeunes qu'il est étranger. Parfois, c'était vraiment... Et ça c'est eux-mêmes qui me le racontent. Hein. Ils me disent, voilà, parfois, ils me disaient... voilà, pour vous, les étrangers, vous faites l'exercice comme ça parce que c'est peut-être un peu plus simple pour vous. Tu ne le penses peut-être pas mal quand tu le dis, mais tu crées dans l'esprit d'un enfant ou d'un jeune une séparation. Et tu crées une case dans laquelle tu mets cet enfant. Certains essaient de défoncer la case. C'est la colère. Ils sont en colère, donc voilà. Certains essaient de sortir de cette case, mais c'est une pression énorme parce que tu veux à tout prix montrer que tu ne fais pas partie de ces étrangers, parce qu'il faut dire les choses comme ils sont aussi. Être étranger, ça n'a pas une connotation positive très, très rarement. Dans certains, je dirais même dans certaines parties du Luxembourg, oui. Les expats, etc., tout ça, les personnes travaillant dans les institutions européennes, j'en sais rien.
Mais dans d'autres domaines, être étranger, ça a une connotation négative. Et donc tu le sens déjà, tout de suite, tu le sais. Tu sais que t'es différent, en fait. Et indifférent, pas très positif. Et donc ça crée la pression, ça crée de l'angoisse chez certains. Ça a quand même déjà des conséquences assez importantes. Et là, encore une fois, Luna, je t'ai vu hocher de la tête. Comment est-ce que toi, tu le vois maintenant je pose la question, mais ça ne veut pas dire que forcément tous les enseignants font cette erreur-là. Mais toi, tu n'as pas ressenti à l'école le fait qu'un enseignant ait pu te mettre de côté par rapport à tes origines? So basically, I'm gonna start this by saying, and I did, of course, but that came a bit later because I never noticed why everyone treated me differently. I never noticed why they think I'm like different or weird and why they treated me like I was less than them. Like it took me quite a while to figure out it's because they did see me as an immigrant. They did just see me like in Luxembourgish as a Flüchtling. And it's like, for example, maybe that can relate to it. We did a thing about, I'm Iraqi, and they read a book about Syria and the war. And then the teacher like came to ask me to make sure if I'm okay with it. And I was like in the 4th grade and it was just a comic. And it was meant really well, but I was really confused because I'm not Syrian. I'm not from Syria, and it wasn't the situation that I was in. And that did kind of make me feel different because that was like the first really obvious thing that's like trying to be sensitive to me, like trying to accommodate me because of where I'm from. Because I don't know, but I didn't experience the same experience as the people did from Syria, so it wasn't necessary to ask. It was just kind of generalizing, and that made me feel weird the entire time we were reading the book and talking about it because I felt different. I felt like really that as if I had a different point of view than them. But about that, there's always, whenever anything is discussed about my origins and about the Middle East, I have like a really weird feeling in my stomach because it's talked about as if it's so like far away and as if no one there is here. Whenever they talk about it in class, it's like they do hun and those people back there, and it rubs me the wrong way the way they talk about it, and there's a lot of misinformation. Whenever when it's talked about being Arab, it's never talked about. They don't talk about the culture. They don't talk about what happened, the colonization, any of that. No, it's always just terrorism. Even though terrorism didn't come from us, that's the thing that really sticks out to me. Whenever like any teacher tries to mention it, or any teacher says, "Not every Muslim person does this," just the trying to be the the savior, trying to be like, oh, they're not all bad people, even though just implying that is also wrong. Je trouve que c'est extrêmement important que les personnes, je veux dire, les enfants, ils passent la majorité de la semaine, ils passent à l'école. On est quand même un pays, on le dit toujours, on en est très fiers et c'est bien, très multiculturel. Mais alors il faut aussi sensibiliser davantage, je trouve, ou former davantage les personnes qui vont être en contact avec ces enfants et qui peuvent avoir un impact énorme en fait. Dans le négatif comme dans le positif, parce qu'il y a aussi des enseignants qui effectivement sont très véritablement sensibilisés à certains sujets et qui vont faire un travail énorme avec un enfant où ils voient tout de suite, ok, cette personne-là ou cet enfant-là a un manque de confiance en lui ou se pose toutes ces questions sur son identité qui vont booster en fait cette personne dans ce domaine-là. Qui vont lui dire, mais tu peux être lui deux, tu dois être fier des deux. Et donc il y a ça aussi, mais pour ça, il faut aussi qu'ils aient les connaissances nécessaires. Et pour moi, il y en a beaucoup qui manquent
Voilà. Il y a encore un manque de compétences à ce niveau-là. Et ça a un impact énorme sur les gens. Et du coup, Luna, tu avais parlé de culture. Tu disais que, oui, à l'école, en fait, j'ai l'impression en tout cas dans ce cadre-ci, on se concentre surtout sur le négatif, arabe égale terrorisme, et on ne parle pas de culture. Yeah, I think it doesn't come from a place of simply ignorance. It comes from a place of consuming media and consuming the media around us, because it's not, they don't just think like that because they see an Arab person. They think like that because of what they've heard, obviously, and because of what is going, like what type of information is being put around and how it's being put around. Because most of the Arab voices are really, really silenced in the West, not in Luxembourg but not in Luxembourg specifically, but just in the West. And especially because it's a whole other language, it's not really easy for it to be represented. Here it's always like the Arab, not like the Moroccan, the Syrian, no. And it's just really very, very little information, but all of the information that is here is terrible. But on the more positive side, I think there is, especially nowadays, a lot of people that live here, Luxembourgish people, that are really, really kind and are smart enough to know the sensibility of people that aren't from Luxembourg, and they try to help the students out. For example, like teachers trying to help the students out. I think it's really important to mention that, because me personally, I had a big shock when I came here as to the difference of how I was treated. But then I had two teachers that from the day I came to their school, they made sure to give me a real chance. It was kind of really hope, because them being that welcoming and that sensitive gave me a chance to accept myself, accept my situation, that I'm now a person from a different culture living in Luxembourg. And simply their like kindness helped, I think, prevent a lot of issues. Il y a beaucoup d'a priori. Celui qui est revenu très souvent pour les garçons, c'est cette image qu'on a du Capverdien, de l'homme noir agressif qui fait peur. Très, très, très présent, très ancré dans la mentalité des gens, même pas juste des luxembourgeois, des gens en général, même des personnes aussi immigrées ou noires, parce que voilà, c'est très, 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 très ancré dans le collectif imaginaire. Voilà, l'homme capverdien qui n'est pas là pour les enfants, donc choqué, oulala, il est resté avec la femme et il ramène ses enfants à l'école, donc voilà, le retard, les capverdiens sont toujours en retard. C'est très délicat parce que il y a une part de vérité, mais on en fait une généralisation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a pas mal. Bon, la femme capverdienne aussi qui veut un homme blanc. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été discutés au fur et à mesure. Mais je pense que ceux qui avaient le plus d'impact, c'est ceux qui concernaient les garçons. C'est vraiment eux qui ont le plus... j'ai l'impression de ce qui m'a été raconté, qui ont le plus souffert, je pense, des a priori qu'on peut avoir sur eux. Ouais, j'aime bien le truc de projection. C'est vraiment une image on projette sur toi alors que tu n'as rien demandé et auquel tu ne t'identifies pas forcément. Justement parce que tu vois, je résume comme ça, mais tu vois la différence entre ce que tu vis à la maison, la culture que tu as dans ta maison, et une fois que tu sors, et puis la culture
l'image que les gens ont de ta culture. Faut pas oublier que chaque pays a son histoire. Et les premiers Noirs qui sont arrivés au Luxembourg, c'est pas très, 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 très loin, en fait. Donc, il faut aussi mentionner qu'ici au Luxembourg, il y avait encore des zoos humains où on exposait des personnes noires dans des villages humains, zoos humains, et qu'on les présentait comme voilà, ces êtres sauvages, etc. Et ça, c'est les premières images que les Luxembourgeois ont des Noirs. Voilà, donc c'est des choses qui sont ancrées. Faut pas sous-estimer en fait l'histoire et comment ça impacte encore aujourd'hui les préjugés qui existent encore aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai des personnes dans ma famille, quand elles sont arrivées ici, ils s'en sont pris des remarques de singes, de violeurs, de sauvages, voilà. Et pourtant, ma famille, elle n'est pas là depuis si longtemps que ça. Hein. Donc moi je parle de mon père et de mon grand-père. Et c'était les premiers à arriver. Donc il y a quand même tout un travail, je pense, au niveau de l'inconscient à faire. Après, je trouve que ça avance, ça évolue, ça oui, on ne peut pas le nier. Mais il y a beaucoup de choses qui sont encore là. Et on a cette tendance parfois au Luxembourg un peu de jouer sur ce terme de multiculturel. On est tous là, on vit tous ensemble, on est bien, etc. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se cacher derrière ça et dire mais non, on vit tous ensemble. Il y a tellement de cultures, on vit tous ensemble, ça se passe bien. Donc il n'y a pas à remettre en question. Si, il faut encore aller... c'est mon avis personnel, hein, mais il y a encore une marge de manœuvre. On peut mieux faire, surtout si on sait qu'il y a des gens qui souffrent. Exactement. Parce c'est très beau de parler de la société, et tous ensemble, on vit très, très... Mais de voir les choses comme ça en grand, ça permet de cacher la souffrance individuelle humaine. En fait, si une personne souffre, et si tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, tu peux pas te cacher derrière « ouais, mais en vrai, on vit tous bien ensemble et tout. C'est cool. » Non. Il faut l'assumer. Parce que, oui, l'autre, il doit faire l'effort de voir derrière le stéréotype, mais pour soi-même déjà. Parce que si on se crée soi-même basé sur des attentes, basé sur des projections qu'on a sur nous, forcément, on doit se déconstruire soi-même aussi et se voir soi-même au travers des stéréotypes qu'on nous a imposés. Et ça, c'est extrêmement difficile aussi. Donc, c'est de part et d'autre. Cette déconstruction doit avoir lieu et c'est pas évident. Mais je pense que c'est faisable. Enfin, j'espère que c'est faisable. But I've personally noticed that my mom gets sampled off as aggressive a lot more, a lot faster, just in her work life or like as when she reacts to something that happens. And it obviously does have something to do with the cultural background. And me personally, I've always been like emotional, really happy and angry and sad as a child. And whenever I got I started being sensitive to this thing where, oh, you're aggressive or you're too much. And I did not want to portray the image of the aggressive Arab, the angry Arab, the dangerous Arab. It's really a thing. It's, even though it's not really talked about, like the aggressive stereotype, it's a thing that really impacts people because you start to not be able to do anything without being labeled as aggressive, especially when people who commit crimes and then they're of a certain background, their background gets used against them so much, especially in the media. Be like, oh, this black person did this Arab person did this, and it's just people don't even notice it anymore. Tu es consciente en fait des stéréotypes qui peuvent peser sur toi, et du coup tu
te silencies par rapport à certaines choses parce que tu ne veux pas être perçue comme étant voilà, le stéréotype. Et du coup, ma question à toi, Myrlène, puisque tu travailles dans une école en tant qu'assistante sociale, est-ce que tu vois qu'il y a des... Enfin, c'est une question, hein. Tu vois des enfants ou des jeunes qui viennent vers toi par rapport à un peu ces sujets que Luna vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a en fait une frustration, peut-être qu'ils n'ont pas forcément les mots. Ça se ressent maintenant comme... moi, je travaille dans un lycée avec des beaucoup plus jeunes. Donc, les plus âgés, ils ont 16 ans chez nous. Et je le sens, je le vois. Eux ne viennent pas directement chez moi avec ce genre de questions. Mais moi, je vais... c'est même pas des questions, en fait, par rapport à eux. Mais parfois, je leur dis, par exemple, si c'est un gardien ou... Je leur dis, mais moi, mon père, il était très autoritaire, très truc et tout. Ça m'énervait. Oh là là, ça me saoulait. Madame, moi aussi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et juste comme ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon travail. J'en suis consciente que ça m'ouvre beaucoup de portes. Juste comme ça, j'enclenche une discussion où énormément de choses vont par après ressortir émanant du jeune. Donc c'est à lui en fait de me ramener les éléments s'il en a envie. Et moi je me dis que mon travail c'est juste de si je ressens quelque chose, ou si je vois quelque chose, si j'entends quelque chose dans ce qu'il me dit, où je sens ah là il y a peut-être quelque chose de plus personnel où on peut un peu creuser, de leur donner cette opportunité, cette ouverture-là, de savoir que on peut aller aussi sur cette discussion-là. Je vais peut-être comprendre, je vais peut-être pas tout comprendre, mais je suis curieuse. Apprends-moi, dis-moi, explique-moi. Comme ça, je peux peut-être t'aider. Parfois même pas t'aider, parfois juste être écoutée en fait. Parce qu'il y a pas... il y a parfois cette tendance à croire qu'il faut absolument trouver une solution pour la personne. Parfois, c'est juste en fait écouter. Parfois, c'est juste entendre cette frustration et voilà, et donner le sentiment à la personne. Mais t'es entendu, en fait. Ce que tu sens, c'est légitime. C'est OK. Tu as le droit d'en parler. Il n'y a aucun souci. Vas-y, parle. dis tout. Lâche-toi. Lâche un peu cette frustration par la parole. Pour que, justement, ça ne reste pas à l'intérieur et qu'à un moment donné, ça sorte d'une façon différente. Petite question à vous deux. Comment est-ce que chacune d'entre vous a trouvé son équilibre par rapport on va dire, à la double culture? Très sincèrement, je ne sais pas si j'ai vraiment trouvé. Je pense que ça va évoluer encore. Je pense que ça évolue tout le temps. Donc même quand je serai sur mon lit de mort, je ne sais pas si je pourrais te dire c'est bon, j'ai trouvé. C'est un peu plus équilibré déjà. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'en parler. Déjà, en fait, de prendre conscience. La prise de conscience que je suis pas trop au clair, en fait, avec moi-même. Et donc voilà, vraiment la prise de conscience de mes comportements, de mes prises de position, le fait que parfois je préférais me taire plutôt que de dire quelque chose parce que, par peur des représailles, on va dire. La peur d'être critiquée. Un peu pour le résumer, c'était un peu cette case reste à ta place. Tu vois, reste à ta place, va pas trop chercher, remets pas trop en question, reste à ta place. Et il y a une autrice que j'aime beaucoup, une journaliste, Recolette Diallo, qui a écrit un livre justement de Reste pas à ta place, qui est un livre très intéressant d'ailleurs. Et moi, je ressentais pour moi, j'avais vraiment ce truc de me dire, reste à ta place. Quand tu sors un peu du cadre, tu remarques que les gens peuvent avoir des commentaires et tu retournes à ta place. Et ça, j'avais vraiment, j'étais fort là-dedans. Je ne suis plus à ma place, mais je suis pas à cette place qu'on m'avait attribuée, on va dire. Mais je suis pas encore tout à fait à l'aise. Voilà, c'est pour ça.
Un équilibre total à 100%, je pense pas qu'on puisse se trouver. Mais c'est déjà plus équilibré. Mais je navigue encore, j'ai l'impression. Je navigue parce qu'il y a tellement de choses qu'on a intégrées. Et cette déconstruction, justement, je ne pense pas que ça puisse se faire du jour au lendemain. Ça prend, je pense, énormément de temps. Et toi, Luna? How do you say équilibre in English? Balance. My balance is I just first of all distanced myself from thinking of any like culture like that. I just started getting my own ideas about everything. I just started having like my really own specific mindsets and my own strong opinions no matter what is around me. Like I have opinions that Luxembourgish people around me don't agree with, and they're like the same opinions that my family and Iraqi people don't agree with. I like to distance myself from fitting in now because I realize that I will never fit in either, because it's just I have a different experience to most Iraqi people and most like Luxembourgish people, because everyone has a different unique experience. I like the culture, but I never like the mindset of any country, because the mindsets are really based on the social life and social norms, and I don't agree with the fact that we have to follow that. Like I just like to not ignore it, but I like to not, just stay out of. Bah, ça a l'air très simple, mais c'est pas si évident à chaque fois. Et je reprends ce que Luna elle a dit, parce que c'est ce qu'on avait déjà mentionné aussi. C'est vraiment une tâche relativement difficile, mais c'est... on a parlé de déconstruction, mais c'est aussi se reconstruire. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'elle dise, voilà, j'ai envie maintenant d'avoir mes idées et de les assumer, en fait. Et c'est un apprentissage aussi, c'est pas toujours évident, mais d'assumer en fait mes idées, d'assumer mes valeurs, peu importe où je les ai prises, dans quelle culture je les ai prises. Je prends ce qui me semble juste pour moi en tant que personne, pour moi, avec ma personnalité, avec mon caractère, ce qui me correspond. Je pense que ça devient beaucoup plus simple dès qu'on fait une projection sur toi, de le balayer, en fait. De plus trop... ça ne t'impacte plus de la même façon, ou plus du tout, en fait. Et je pense que, c'est ça, en fait. L'objectif souhaité, qui n'est pas évident, mais c'est un cheminement, et on apprend beaucoup sur soi, sur l'autre aussi. En apprenant sur l'autre, on apprend forcément aussi sur soi. Donc c'est un cheminement qui n'est pas si évident, mais qui est chouette. Et pour ça, je trouve que c'est aussi important de le dire. C'est pas toujours... On parle beaucoup de l'individu, mais on a besoin aussi de gens pour ça. Donc si on en a besoin, d'aller voir un thérapeute, si on en a besoin et que la famille est à l'écoute, d'en parler avec la famille, d'en parler avec les amis, d'en parler, de ne pas rester seul. C'est aussi au travers de la communication avec les autres qu'on peut s'enrichir. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se retrouvent seules, en fait, avec leurs pensées uniquement sur tout ça, et qui ont cette difficulté-là, en plus d'être confrontés à eux-mêmes, mais seuls. Donc, faut pas hésiter. Je trouve que ça, c'est important aussi d'en parler. Le sentiment d'appartenance n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Au cours de la vie, nous nous identifions à un ou plusieurs groupes sociaux. Cependant, nous pouvons nous sentir rejetés par celui-ci, et cela peut blesser. Nous pouvons aussi rejeter et vouloir appartenir à un autre groupe. Tout ceci est un processus évolutif, car notre vie sera ponctuée d'étapes et de changements. D'ailleurs, une question importante se pose. Qui est à même de déterminer à quel groupe on appartient ? Pouvons-nous choisir, ou laissons-nous aux autres la tâche de nous définir ? À vous de trouver la réponse à ces questions. Aujourd'hui, je dirais que le plus important est d'identifier nos propres besoins et de faire le choix de vivre sa vie en conséquence.
Peut-être nos besoins et désirs évolueront dans le futur, mais le futur est encore loin. Un grand merci d'avoir écouté Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Si vous voulez consulter les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode, vous pourrez les retrouver dans la barre de description. N'oubliez pas d'également suivre le projet Cliché sur ces différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. Ciao ciao!